Merci de nous rejoindre pour le 13h du 5 novembre. Le comité d'organisation de la 12e édition des universités africaines de la communication a dévoilé hier les grands axes de cet événement qui débutera le 25 novembre prochain. Il mettra l'accent sur communiquer et informer sur les réseaux sociaux en période de crise sécuritaire et sanitaire. Le monde des médias burkinabés secoué par l'ultimatum lancé par la société burkinabé de télédiffusion qui réclame le paiement des redevances de la TNT sous peine d'arrêt de diffusion de leur programme sur ce multiplex, une situation redoutée par les éditeurs de médias privés. Éliminatoire football Coupe du Monde Qatar 2022, le Burkina Faso affrontera les 12 et le 16 novembre prochains le Niger et l'Algérie. La liste des joueurs sélectionnés pour ces rencontres a été dévoilée hier. Restez avec nous pour en savoir davantage. 13h en temps universel à Ouagadougou. Merci de rester fidèle à nos sessions d'information. Procès Thomas Sankara à Ouagadougou, 8e jour d'audience. Hier, le médecin militaire Jean-Christophe Diebré, auteur du certificat du décès du président Sankara, avec la mention mort naturelle, était à la barre ce 4 novembre. Une mention inexacte selon le parquet et la partie civile qui parle plutôt d'assassinat. Pour l'accusé, cette affirmation visait à rendre service à la veuve de Thomas Sankara et ses ayants droit. Quant à Amadou Kafando, autre accusé poursuivi pour faux en écriture publique, lui a porté la mention mort accidentelle sur le certificat du décès de Bonaventure Compaoré. Le point de ces deux auditions avec Michael Tokré. Sur le certificat de décès de Thomas Sankara, il est inscrit mort naturelle. Une mention portée en janvier 1988, soit 3 mois après l'assassinat du père de la Révolution. Et c'est pour cette mention, qualifiée d'inexacte par la partie civile et le parquet, que Jean-Christophe Diebré est poursuivi pour faux en écriture publique. Pour l'accusé Jean-Christophe Diebré, médecin militaire, son intention était de venir en aide à la veuve Sankara et 2 autres veuves. L'accusé affirme à la barre « Je reconnais n'avoir pas obéi aux règles de déontologie, mais je l'ai fait pour aider dans un but humanitaire », insiste le médecin militaire. C'est normal qu'on les poursuive, parce que c'est quand même, ils ont écrit pour dire mort naturelle ou mort accidentelle, alors que non seulement ils n'ont pas vu les corps, et alors que tel que c'est expliqué, c'est pas de cette façon qu'ils sont morts. Donc c'est des gens qui ont été assassinés. S'ils avaient peut-être assassinat, ça va être plus intéressant. Mais ils ont dit mort naturelle, peut-être c'était pour aussi se débiner qu'ils ont mis ça. Donc c'est normal quand même qu'on les poursuive par rapport à ça, pour que demain, des gens ne prennent pas encore justement la liberté d'écrire des choses de ces gens. Même c'est pour aider des personnes, quand même à un moment donné, il faut être responsable. Je pense que c'est pour ça justement qu'ils sont là, ils répondent aujourd'hui. Maintenant, à la fin, on verra ce que le juge va décider. Le deuxième accusé, un autre médecin militaire, Amadou Kafando, 63 ans, il lui est reproché d'avoir inscrit sur le certificat de décès de Bonaventure Compaoré la mention mort accidentelle. Pour la partie civile, tout comme le parquet, c'est une manière de banaliser l'assassinat de Bonaventure Compaoré dans les événements du 15 octobre 1987. Faux, rétorque l'accusé et sa défense. Pour lui, son acte, tout comme celui de Jean-Christophe Diebré, visait à venir en aide à la veuve de Bonaventure Compaoré. Celui qui parle de mort accidentelle dit que pour lui, il a tenu compte des circonstances de la mort. Pour lui, les balles qui sont parties, donc c'était des circonstances où il y a eu une violence. C'est cette balle qui parle de mort accidentelle. Mais c'est vrai, comme ils l'ont dit, tu peux prendre un coup, mais ce n'est pas ce coup qui t'a tué. Donc on va chercher à comprendre, est-ce le coup qui t'a tué ou pas. Donc pour eux, il y a d'autres choses à expliquer et tout et tout. Les autres choses qu'ils ont eu à expliquer, c'est à savoir que ils l'ont fait dans un cadre humanitaire, parce que les familles ont demandé pour faire des dossiers administratifs, dans ce sens qu'ils l'ont fait. Donc nous, comme on n'a pas essayé de discuter ces aspects-là, c'est pas ça qui nous intéresse beaucoup plus. Pour nous, c'est de savoir ce qui est arrivé justement aux familles de nos clients, et effectivement dans quelles circonstances ils ont été tués, et c'est ça qui nous intéresse beaucoup plus. Le troisième accusé à ce 8e jour de procès, Jean-Pierre Palme. Il est poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État, des faits qu'il nie à la barre. Le procès reprend ce lundi 8 novembre, toujours avec l'audition de Jean-Pierre Palme. En prélude à la 12e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou, prévue du 25 au 27 novembre prochain, le comité d'organisation a fait hier le point des préparatifs. Lors de cette édition 2021, les professionnels de l'information et de la communication échangeront sur la communication publique, l'information journalistique et la production et diffusion de l'information sur les réseaux sociaux en tenant compte de la crise sanitaire et sécuritaire. Serge Kaboré.
Les responsabilités des acteurs de l'information et de la communication en contexte de défis sécuritaires et sanitaires en Afrique, c'est sous cette thématique que se tiendront du 25 au 27 novembre prochain les universités africaines de la communication de Ouagadougou, UACO. Pour cerner les différents contours de la problématique, l'édition 2021 des UACO se propose d'engager la réflexion autour de 3 grands axes. Premier axe, la communication publique et les défis sanitaires et sécuritaires. Deuxième axe, l'information journalistique en période de crise sanitaire et sécuritaire. Troisième axe, la production et la diffusion de l'information sur les réseaux sociaux en contexte de crise sanitaire et sécuritaire. À en croire le Comité national d'organisation, plusieurs activités seront au programme de l'édition 2021 des UACO. Il s'agit donc du colloque académique, d'une exposition de matériel et d'équipement de communication et des TIC en rapport avec l'évolution technologique. Ce cadre va également servir d'espace de promotion pour les acteurs du secteur qui le souhaitent et bien d'autres acteurs intervenant dans la transformation agroalimentaire locale pour laquelle le gouvernement s'est engagé. À cela s'ajoute la tenue de 2 ateliers afin de permettre aux journalistes et cyberactivistes de discuter avec les régulateurs du domaine de la communication sur les questions de l'information et de la communication dans un contexte de crise. Comme innovation majeure pour cette 12e édition, on note l'organisation des masterclass. L'ère des réformes va effleurer cette 12e édition. En effet, les rapports des premiers travaux du groupe de travail chargé de réfléchir sur ces réformes, le groupe a proposé l'organisation de 2 ou 3 masterclass sur le podcast, sur les réseaux sociaux professionnels, le mojo, c'est-à-dire le mobile journalisme, et le fact-checking, ce qui a été retenu donc. Cadre international d'échange et de partage d'expériences regroupant des experts et des professionnels de l'information et de la communication, la 12e édition des UACO est parrainée par Monseigneur Anselme Titia Mansanon et présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Nous vous l'annoncions en titre, la société burkinabé de télédiffusion compte suspendre les télévisions non à jour du paiement de leur redevance de la télévision numérique terrestre TNT. L'ultimatum a été lancé la semaine dernière et ce pour 3 semaines. Lors d'un point de presse tenu hier, l'Union burkinabé des éditeurs privés de services de télévision a expliqué les difficultés de ses membres à honorer ces paiements annuels élevés à 88,5 millions de francs CFA. Elle espère une réduction de cette somme. Fatima Tanikema vous en dit plus. Pour parler pour une réduction du coût de la redevance TNT, télévision numérique terrestre, les médias présents sur le multiplex sont menacés de suspension par la société burkinabé de télévision SBT. 3 semaines, c'est le délai qui a été donné aux chaînes de télévision burkinabé pour se mettre à jour en s'acquittant de la redevance, dont le montant est de 88 500 000 par an, toutes taxes comprises. Les membres de l'Union burkinabé des éditeurs privés de services de télévision UBS TV ne l'entendent pas de cette oreille. Les éditeurs de services de télévision que nous sommes ne refusons pas de payer. Nous sommes d'accord qu'il faut payer parce que nous faisons partie des bénéficiaires du projet de la TNT. Toutefois, nous disons qu'il faut trouver un montant qui soit conforme aux réalités de notre marché. Vous n'êtes pas sans savoir que le marché de la publicité au Burkina est un marché très étriqué. Pour comparaison, je vous disais tout à l'heure, le marché de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas moins de 11 milliards pour 5 chaînes de télévision. Le marché du Burkina, c'est moins de 4 milliards pour 17 chaînes de télévision. Allez-y voir. Et qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, nos chaînes de télévision sont de facto en compétition avec les chaînes de télévision étrangères. En lieu et place de 88 500 000 TTC, les patrons de médias proposent la somme de 36 millions de francs CFA par an pour la diffusion nationale sur la TNT. Selon eux, le principal concurrent de la TNT sur le sol burkinabé est encore moins cher malgré son large périmètre de couverture. Quand vous regardez Canal+, couvre le territoire national. Canal+ couvre l'Afrique. Canal+ couvre une partie de l'Europe. Et si vous commencez, vous n'avez rien avec Canal+, pour payer 3 millions, maximum 3 500 000 par mois. Voilà. Par mois. Donc ça va tourner dans l'ordre des trentaines de millions, ça ne vaut pas 40 millions.
pour quelqu'un qui couvre l'Afrique et une partie de l'Europe, contre la SBT qui couvre rien que le territoire national. Selon l'Union burkinabé des éditeurs privés de services de télévision, tous les bénéficiaires des avantages de la TNT devraient contribuer financièrement pour la rendre économiquement viable. Il s'agit entre autres des chaînes de télévision, des compagnies de téléphonie mobile, des compagnies aériennes et des téléspectateurs. À en croire les conférenciers du jour, les téléspectateurs pourraient souscrire à un abonnement mensuel d'au moins 500 francs CFA. Conférence publique mercredi dernier de l'ONG Oxfam au Burkina sur l'indice d'engagement des États de l'Afrique de l'Ouest. Il était question lors de cette assemblée de présenter le rapport sur la lutte contre les inégalités dans ces pays et particulièrement au Burkina Faso. Ce dernier a été classé 9e sur les États ouest africains. Plus de précision avec Mamitriana Kamabou. Au Burkina Faso, les indicateurs de la lutte contre les inégalités se sont améliorés depuis les années 90, selon l'ONG Oxfam. Le pays occupe la 9e place sur les 16 États en Afrique de l'Ouest. 22,9% du budget alloué par le Burkina Faso pour l'éducation constitue le montant le plus élevé dans l'espace CEDEAO. Bien que les acquis sont engagés dans ce domaine, de nombreux défis restent à relever. Et selon un rapport de l'UNESCO, près de 750 000 enfants du Burkina ne vont pas à l'école. Et donc quand on regarde cela et qu'on dit que nous accordons 23% de notre budget au secteur de l'éducation, c'est intéressant, mais on doit encore faire des efforts pour que le maximum d'enfants pauvres, des pauvres puissent aller à l'école. Selon toujours le rapport d'Oxfam, la pandémie à coronavirus a impacté négativement la lutte pour l'égalité dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Cette situation a entraîné des millions de personnes dans la pauvreté. Et les populations les plus touchées par cette crise sont essentiellement celles issues des zones rurales. Mais ce que nous constatons, c'est que 20% des personnes consacrent encore 44% des richesses dans leurs mains et que près de 48% de la population en milieu rural vit dans la pauvreté. Et quand c'est ainsi, je pense que nous avons encore des efforts à faire dans la lutte contre les inégalités. Donc nous demandons qu'il y ait plus d'efforts au niveau de la lutte contre les inégalités. Ce rapport de l'ONG Oxfam donne des pistes et des solutions pour lutter contre les inégalités dans la sous-région. Il s'agit entre autres de mettre un accent particulier sur l'éducation des enfants, d'accélérer le processus de couverture universelle et d'augmenter le budget alloué à l'agriculture. Le document conseille aussi de négocier pour un allègement fiscal de la dette extérieure qui est passé de 6,6% à 49,6%. Parlons santé à présent. Les médecins de la chaîne de l'espoir ont lancé hier à Ouagadougou la 3e campagne de chirurgie à cœur ouvert. 7 patients vont être pris en charge, parmi eux une petite fille âgée de 7 ans, opérée au CHU de Tengango par le docteur Adama Sawadgo et son équipe. Rappelons que cette 3e campagne fait suite aux 2 premières expériences concluantes sur la chirurgie à cœur ouvert au Burkina. Sanata Serré. Une autre opération à cœur ouvert réussie au Burkina Faso par le docteur Adama Sawadgo et son équipe. La patiente qui a subi l'intervention chirurgicale est âgée de 7 ans et souffrait d'une communication interventriculaire très lâche, diagnostiquée depuis la période néonatale. Il s'agit d'une cardiopathie congénitale définie par un défaut de fermeture de l'acclusion entre les ventricules droit et gauche, entraînant ainsi une fuite de sang entre les 2 ventricules. L'opération a duré plusieurs heures à cause de la complexité de la pathologie. Cette opération, c'est la 3e du genre pour cette campagne. Ça a duré plus que les 2 cas précédents. C'est lié surtout à l'anatomie de la malformation. Le défect était très large et surtout il y avait un retentissement important sur les poumons parce qu'il y avait une hypertension artérielle pulmonaire. Pour laquelle on a dû bien la préparer avant la campagne. Donc le cœur a fibrillé, c'est-à-dire que ces battements se sont anormalisés pendant
qu'on utilisait. Et à la reprise aussi, vous avez vu qu'on a dû choquer. Et c'est tout ça qui a contribué à allonger la période opératoire. Cette troisième campagne de chirurgie à cœur ouvert concerne 8 patients. 7 des patients ont déjà subi l'intervention et la dernière opération de la campagne est programmée pour ce vendredi 5 novembre. 6 patients qui ont été opérés avant cette patiente vont très bien. Il y a 2 qui ont déjà rejoint le service d'hospitalisation. Donc 2 le feront aujourd'hui. Et ça fait que l'évolution est classique, quoi. Donc nous pouvons dire que tout va bien. C'est le 7e cas qu'on fait aujourd'hui. Il reste un cas pour demain. Donc on tire vers la fin de la campagne. La première campagne de chirurgie à cœur ouvert, faut-il le rappeler, a été lancée en janvier 2021 avec à ce jour une trentaine de bénéficiaires au Burkina Faso. L'unité de chirurgie cardiovasculaire et thoracique locale a été assistée par le professeur Gabriel Ciss du Sénégal et son équipe lors de cette opération. Des images sensibles de la chirurgie à cœur ouvert. Passons à présent à l'hygiène menstruelle. Lever le tabou de l'hygiène menstruelle des jeunes filles est le défi de l'association Vision Nouvelle qui a organisé la semaine d'avant une séance de sensibilisation et de formation au profit de ces dernières au quartier Kolgnaba de Ouagadougou. Les jeunes filles formées serviront ici de relais dans les établissements d'enseignement. Serge Kabouré vous fait ce compte rendu. Une séance d'apprentissage de confection de serviettes hygiéniques réutilisables et un entretien avec une gynécologue obstétricienne au profit d'une dizaine de jeunes filles afin de leur permettre de s'imprégner des événements liés à la féminité et à l'hygiène menstruelle. Déjà, comme je suis une femme et que je suis réglée comme pratiquement toutes les femmes, il était important pour moi de leur apporter ma propre expérience, d'éclaircir leur lanterne sur certaines thématiques, de renforcer leurs compétences par rapport au sujet, par rapport à ce que c'est que les règles, le cycle menstruel ainsi que l'hygiène menstruelle et pour leur donner des petites astuces pour qu'elles puissent bien gérer cette période qui vient pratiquement chaque mois. Organisée par l'association Vision Nouvelle, cette activité qui s'est déroulée au quartier Kolgnaba vise à lever le voile sur l'hygiène menstruelle qui demeure toujours un sujet tabou. Pour nous, ça peut être perçu comme un tabou dans certaines localités, dans certaines communautés, mais pour nous aujourd'hui, c'est de faire la promotion de cette hygiène menstruelle de telle sorte qu'elle puisse déjà s'approprier de la thématique. C'est un tabou, il faut déjà lever le tabou. Mais deuxièmement, il faut également faire part de certaines astuces qu'on peut avoir afin de bien gérer son hygiène menstruelle. Donc nous sommes en train en réalité de former des relais qui vont nous servir véritablement de rentrer dans plusieurs autres quartiers, plusieurs autres communautés et pouvoir échanger et former le maximum. La formation en technique de confection de serviettes hygiéniques a consisté à apprendre aux participantes du jour à utiliser des matériaux qu'on trouve facilement sur le marché pour confectionner leurs serviettes intimes. Ce matin, nous avons appris aux jeunes filles la confection de serviettes hygiéniques réutilisables. Et on a utilisé des serviettes qu'on trouve sur le marché, du tissu qu'on trouve sur le marché, du fil, des aiguilles, des ciseaux, des trucs qu'on trouve facilement sur le marché. Une activité qui a permis aux participantes de maîtriser l'hygiène afin d'être des relais. Ce que j'ai appris d'abord, c'est que l'hygiène menstruelle. J'ai eu une idée générale de la chose et j'ai appris comment se fabriquent les serviettes hygiéniques. Donc, je peux dire que ça a été un grand apport pour ma personne parce que je ne savais pas comment ça se faisait. C'est plus aisé de savoir se fabriquer soi-même ses propres serviettes que d'aller payer, par exemple, les serviettes pour soi-même. La gestion de l'hygiène menstruelle évoque la manière dont les femmes restent propres et en bonne santé pendant les menstruations et comment elles acquièrent, utilisent et jettent les produits qui absorbent le sang. Après l'hygiène menstruelle, évoquons de ce pas les questions de malnutrition au Burkina, un problème de santé publique qui fait depuis mardi dernier l'objet d'une session de formation de renforcement de compétences des OSC du Burkina Faso et du Mali à travers le réseau NUT. Cette formation qui prend fin aujourd'hui est une aubaine de prise de conscience et d'action dans le but de combattre et d'atténuer les chiffres de ces donnes. Michael Toukri.
Selon des données, 1 personne sur 3 dans le monde souffre de la malnutrition. Au Burkina Faso, en 2020, les prévalences de la malnutrition aiguë globale étaient de 9,1%, la malnutrition sévère de 1%. Des chiffres qui interpellent à plus d'actions pour faire face à ce problème de santé publique dont l'évolution des indicateurs constitue un problème dans l'atteinte des objectifs de développement durable ODD à l'horizon 2030. C'est tout l'objectif de cette session de formation, de renforcement de compétences des organisations de la société civile du Burkina Faso et du Mali à travers le réseau NUT. Elle est suffisamment alarmante dans la mesure où on constate que dans ces différents pays, la question de nutrition touche beaucoup d'enfants et de femmes allaitantes surtout et même des femmes enceintes. Donc c'est une situation qui est assez alarmante dans la sous-région et c'est justement ce qui justifie la mise en œuvre de ce projet qui est en train de se dérouler. Pendant ces 4 jours, il sera question de parler, analyse, suivi et plaidoyer budgétaire pour la nutrition et la santé alimentaire. Aussi bien au Burkina Faso qu'au Mali, malgré les efforts consentis par les autorités politiques, les appuis budgétaires dans le domaine de la santé alimentaire et de la nutrition restent insuffisants. Le processus budgétaire est long. Le budget en lui-même est un instrument. C'est un instrument simplement qui vise à satisfaire les citoyens. Donc il est question de faire des analyses sur le plan des ressources. Est-ce que les ressources sont suffisantes pour les mettre à la disposition de ce secteur et des citoyens? Est-ce que les allocations budgétaires sont consistantes par rapport aux attentes du secteur de la nutrition, de l'eau, de l'assainissement et puis de l'hygiène? À travers cette session de formation, le réseau NUT, en tant qu'acteur de mise en œuvre du projet Right to Grow, en collaboration avec ses partenaires, entend mutualiser toutes les énergies des participants afin qu'ils soient à même de conduire les analyses budgétaires tant au niveau communal, régional que national. Côté sport, éliminatoire Coupe du Monde au Qatar 2022, la 5e et la 6e journée se joueront le 12 et le 16 novembre prochain. Le Burkina Faso sera face au Niger et à l'Algérie, respectivement. Le sélectionneur national des Étalons du Burkina a dévoilé hier la liste des joueurs convoqués pour ces 2 rencontres. On note des retours, mais aussi de grands absents. Yassine Sawadgo pour les détails. 2 matchs décisifs attendent les Étalons du Burkina dans sa marche vers la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. Et pour ces rencontres, le sélectionneur national a fait appel à 27 joueurs. Une liste de Kamou Malo qui connaît les retours de Hassan Bandé, Cyril Bayala et Klian Ninkeman. Blessé, Bertrand Traoré est lui forfait pour les 2 matchs. Babayoure Sawadogo, Ben Idriss Traoré et Mohamed Lamine Ouattara sont également aux abonnés absents. Bon, je pense que si au vu de c'est plutôt une question de performance qui a prévalu à ça. Vous avez vu que sur les joueurs locaux, il y avait 2 gardiens qui ne sont plus là. Alors je pense que c'est essentiellement dû à la performance du moment des uns et des autres. Sinon il n'y a pas une autre connotation là-dedans. Évoquant les enjeux du match contre l'Algérie, le sélectionneur national reste sur sa logique. Se concentrer d'abord sur le match contre le Niger. Il faut d'abord que nous gagnions ce match contre le Niger. Donc pour moi, c'est d'abord aller étape par étape et ne pas surtout s'enflammer, ne pas se projeter sur un match, le match contre l'Algérie, alors que un match tout aussi important. Mais rassurez-vous, c'est 2 matchs auxquels nous tenons. Et ça c'est sûr, si nous espérons, nous décidons, nous voulons aller effectivement au Qatar, ça passe par là. Il n'y a pas d'autre manière. Il faudra se battre avec les armes qu'on a, en tout cas pour espérer. Ce n'est pas parce que nous avons des blessés dans nos rangs que nous cessons d'être une équipe compétitive. Non. Le match contre les Fennecs d'Algérie se joue également sur le terrain médiatique et Kamou Malo dit en être conscient. Pour les sélectionnaires du 11 national, inutile de céder à la provocation. La presse algérienne, ce qu'elles font,
vraiment ne me concerne pas et ça ne m'engage pas. Justement, c'est pour qu'ils font tout pour nous toucher. Alors, c'est pas nous, vous pouvez peut-être en tant qu'homme de médias les parcourir, éplucher, tout ça, vous faire des analyses. Mais moi, vraiment, je n'en ai pas besoin et je pense que c'est une manière de vouloir nous mettre la pression. Moi, je trouve que c'est indécent pour une aussi grande équipe dont on prétend. Donc, pour moi, nous restons lucides dans ce que nous faisons. Avant ces 2 dernières journées, le Burkina Faso totalise 10 points, de même que l'Algérie, son adversaire de la dernière journée. Le Niger a à son compteur 6 points et le Djibouti, quant à lui, n'a engrangé le moindre point. Les étalons seront face au MENA du Niger le 12 novembre prochain à Marrakech au Maroc, avant de s'envoler le 16 novembre pour Blida en Algérie pour la confrontation face au Fennec. Sport toujours, la finale de la 3e édition du tournoi de pétanque s'est jouée ce lundi à Ouagadougou. Sur 102 équipes composées de 3 personnes par équipe, le club Suntonoma s'est adjugé la première place en finale. Le compte-rendu de cette journée de pétanque avec Fatima Tanikima. Cette finale du tournoi de pétanque de la solidarité a opposé le club Suntonoma et celui de Nemnoma. Dès l'entame du jeu, le club Nemnoma prend le dessus avec un score de 4-0. Et c'est après plusieurs jeux que Suntonoma, qui était désavantageux, gagne du terrain et sort vainqueur de ce tournoi avec un score de 7 points à 5. J'ai appelé mes 2 collègues, les informer, il faut qu'on relaxe le jeu. On a mal joué au début, mais si on se concentre, on peut revenir. Avec l'aide de Dieu, effectivement, on est revenu. Bon, au moment qu'ils ont fait leur dernier trou, et on avait l'avantage, et on cherchait un point là. En tout cas, on était à 90% qu'on pouvait gagner le match. Ce tournoi qui a réuni au départ 102 équipes a été placé sous le signe de la cohésion sociale. Selon les promoteurs, ce tournoi a servi de cadre pour prôner le vivre ensemble. Nous avons choisi d'accompagner son Excellence Monsieur le Président du Faso dans son processus de réconciliation. Et aujourd'hui, c'est la 3e édition. Nous pouvons dire que nous sommes très activés. L'objectif a été atteint. Tous les discours, vous avez entendu, prônent la compréhension, la cohésion entre les enfants des mêmes pays, des mêmes arrondissements pour que nous développons notre pays. Les compétiteurs, eux, sont répartis les mains chargées de prix. Le premier prix, remporté par le club Suntonoma, est composé d'un trophée, une enveloppe financière d'une valeur de 180 000 francs CFA et d'autres gadgets. Et voici fini cette édition demi-journée. Rendez-vous pour la dernière de la semaine demain 13h. Bon début de week-end à tous.